Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est un des plus grands personnages de l'histoire de France que Franck Ferrand nous propose de rencontrer pour bien finir cette semaine sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Les romantiques au 19e siècle voyaient en lui l'homme rouge, le cardinal impérieux entre tous, une main de fer disait-on dans un gant de velours, et c'est toujours un peu le redoutable Richelieu d'Alexandre Dumas que nous gardons à l'esprit. Depuis lors, les travaux de Michel Carmona notamment nous ont appris à découvrir un autre Richelieu, plus nerveux, plus fragile et autrement attachant. Michel Carmona me fait l'honneur d'être des nôtres aujourd'hui. Et vous avez aussi invité Cécile Dalby qui vient de consacrer à Richelieu une biographie. Oui, un bel ouvrage qui présente notamment le grand mérite de s'interroger sur le regard que les historiens ont porté sur Richelieu, sur l'image, sur l'empreinte, sur la postérité du personnage. Le cardinal, qu'on le veuille ou non, fait partie des figures familières pour à peu près tous les Français. Une bonne raison, me semble-t-il, d'essayer de rectifier quelques idées fausses à son sujet. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le grand Corneille, l'auteur du Cid et d'Horace, a bien connu le cardinal de Richelieu puisqu'il a fait partie un temps de l'équipe des rédacteurs réunis par l'homme d'État pour écrire et pour versifier des pièces de théâtre sur des canevas que fournissait Richelieu. Eh bien, à la mort du cardinal, Pierre Corneille composa ce quatrain. Qu'on parle en mal ou bien du fameux cardinal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. Ce qu'un libelliste anonyme a transformé en une cinglante épitaphe. Si j'y un fameux cardinal qui fit plus de mal que de bien, le bien qu'il fit, il le fit mal, le mal qu'il fit, il le fit bien. Très tôt. Du vivant même de Richelieu, sa stature hiératique et disons-le, la majesté de ce prélat ministre revêtu de la pourpre cardinalice, son caractère secret, son jugement d'airain, ses arrêts implacables, ont entretenu l'image d'un personnage froid jusqu'à l'inhumanité, dur jusqu'au monstrueux. Bien sûr, cette image ne ferait que croître et embellir dans les siècles suivants. On sait que Bonaparte, encore général, ne se séparait pas des mémoires du cardinal et de son testament politique qu'il prenait soin d'annoter lui-même. Alexandre Dumas, évidemment, devait forger pour les siècles un portrait à charge du personnage, portrait dont on retrouve l'écho sous des plumes a priori peu suspectes de partialité. Voici un portrait physique par Auguste Bailly, le grand jurassien. Grand, pâle, avec ses traits aigus accusés encore par la coupe de la moustache et de la barbe, avec cette hauteur souveraine de l'allure et cet éclat fiévreux de deux yeux brûlants, dont le regard avait une expression profonde, énergique, presque douloureuse, avec cette sveltesse aisée du cavalier qu'un caprice du sort apparaît des lourds ornements ecclésiastiques. Philippe Erlanger entre un peu plus avant dans la tête du personnage. Les flots de la pourpre sous laquelle se cachaient les pires misères physiques conféraient au corps élancé long une majesté fastueuse qui semblait émaner d'un empereur plutôt que d'un prince de l'Église, écrit-il. Quant au subtil Maximin de Loches, il insistait sur la souplesse féline de l'esprit de Richelieu. Séduisante et charmeur, souple et insinuant, langue dorée, parole de soie, yeux de velours, masque mobile à volonté, en voilà assez pour avoir fait de lui un séducteur incomparable. Alors ça, c'est pour les historiens modernes. Mais que disent les contemporains du cardinal, son ennemi Mathieu de Morgue? Il est toujours en branle parce qu'il est suspendu entre crainte et espérance. Son élève, si je puis dire, le cardinal de Rais, il eût souhaité d'être aimé du public, mais quoiqu'il eût la civilité, l'extérieur et beaucoup d'autres parties propres à cet effet, il n'eut jamais le je ne sais quoi qui est encore en cette matière plus requis qu'en tout autre. Il devait échoir à un baroque anonyme de proposer cette synthèse en vers. Il mêle la douceur du miel à l'amertume de son fiel, il ne perce qu'en caressant, il n'étouffe qu'en embrassant, il flatte même lorsqu'il tue, et son âme n'est jamais nue. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avant votre récit, Franck, sur Europe 1, nous vous retrouvons avec votre invité, l'historien Michel Carmona, qui est le grand biographe de Richelieu. Oui, un des plus récents. Bonjour Michel Carmona. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce personnage dont
on ne pourra jamais faire le tour, probablement. Personnalité incroyable, psychologie d'une profondeur inouïe, et biographie, tout simplement, à couper le souffle. Cette histoire-là est un incroyable roman. Il faut dire que Richelieu est né dans une très grande famille, déjà, il faut dire. Hein. Oui, il est né dans une très grande famille de ce qu'on pourrait appeler des hauts fonctionnaires, si on pouvait prendre le mot d'aujourd'hui. Et son père est une sorte de préfet de police de la cour. Alors, il avait fort à faire, parce que la cour, à l'époque où il exerçait ses fonctions, c'était celle de Henri III, le dernier des rois valois. Et c'était une cour où on ne s'embarrassait pas trop de scrupules en tout genre. En tout cas, il était très installé là, il était très proche de Henri III. Et les trois fils de ce père bien né et bien nanti pouvaient espérer faire des grandes carrières. Alors, il faut dire quand même que notre Richelieu, le cardinal, concurrence, c'est le plus jeune. Oui. Alors, l'aîné qui c'est le petit dernier, c'est le petit dernier, voilà, c'est ça. Et l'aîné, Henri, il aura le titre et puis il fera carrière à la cour. Le deuxième, Alphonse, il va recueillir l'évêché de Luçon. Alors, c'est pas très brillant, l'évêché de Luçon. Armand, notre cardinal, dira plus tard que c'est l'évêché le plus crotté de France. C'est à une quarantaine de kilomètres de La Rochelle et c'est une sorte de laissez-pour-compte. Mais même un laissez-pour-compte, ça produit des revenus. Cathédrale, cela dit. Ah, très belle, très belle. Et donc, quant à Armand Jean, eh bien, on lui apprend le métier des armes, on lui apprend à danser. Je rectifie quelque chose que beaucoup d'historiens, de grands historiens disent et se répètent, il était petit. Il était petit et il compensait avec des talons très hauts. Et surtout, comme il était très mince, ce visage émacié, et qu'ensuite il portait si bien la pourpre, voilà. On a gardé l'image d'une sorte de stature immense, mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Physiquement, il n'était pas très grand. Mais la stature immense, c'est quelque chose qu'il cultivait. Parce que notre Armand le charisme, finalement. De Richelieu, oui, et je dirais que c'est un as de la com'. Voilà, en fait, il a un talent extraordinaire justement dans ce domaine et il est servi par à la fois une intelligence très très vive, une très grande culture, beaucoup de facilité, un sens de l'observation qui est très fort et cette espèce de mobilité quasi maladive de son esprit parce que en fait il est physiquement malade, c'est quelqu'un d'hyper nerveux, il a des crises qui sont des crises paroxystistes. Il faut dire que dans la fratrie, ça a mal tourné pour tous quasiment. Tous avaient un grain. Oui, c'est ça, voilà. Bon, l'aîné, Henri, il est mort très tôt dans un duel, mais le deuxième, Alphonse, il se prenait pour Dieu de temps en temps. Oui. Quant aux deux sœurs, elles étaient également toutes les deux folles. Il y en avait une qui était... on va le dire, il y en avait une qui était tellement folle qu'elle était persuadée qu'elle avait un derrière, un fessier en verre. Alors donc évidemment, de peur de le casser, voilà, donc elle était sans arrêt debout ou allongée. Elle restait debout donc. Alors évidemment, ça nourrissait la verve, j'allais dire des critiques, puisqu'il y avait beaucoup de journaux satiriques, de feuilles volantes à cette époque. C'est une époque où il y a une richesse d'expression des gens qui est absolument prodigieuse. Et une très grande verdeur dans la façon d'exprimer les critiques. Évidemment. Alors, Richelieu est d'emblée très ambitieux. On ne peut pas dire que les ordres le comblent. Ce n'était pas une vocation chez lui. Non, ce n'était pas une vocation puisque c'était Alphonse qui était avant lui qui devait prendre l'évêché de Luçon. Il aurait pu être un grand homme de guerre, d'après vous ? Probablement, oui, probablement. En tout cas, il s'était préparé à ça. Et alors voilà que Alphonse décide de ne pas prendre l'évêché de Luçon, mais d'aller s'enfermer à la Chartreuse. Et pour ne pas perdre l'évêché, évidemment, la famille dit à Armand Jean, mais on n'a même pas besoin de lui dire, il sait que c'est son devoir, d'entrer dans les ordres. Alors il entre brillamment, il est ordonné prêtre, il est sacré évêque, et il prend possession de Luçon. Mais il n'a pas l'intention d'y faire de vieux os. Plus tard, quand il sera devenu cardinal et principal ministre de Louis XIII, il lui arrivera encore de célébrer la messe dans les grandes occasions seulement, et les témoins disent qu'il le faisait avec beaucoup de recueillement, néanmoins. Ça, c'est une grosse question. C'est quelle était la foi de Richelieu. Voilà, la foi de Richelieu. C'est une question qui intriguait beaucoup le pape de l'époque, qu'il avait bien connu, et qui, on peut le dire, au moment de la mort de Richelieu, le pape apprend que Richelieu est mort dans son lit.
Alors, étonnement général parce qu'il y a eu tellement de complots, mais les complots ont tous échoué. Et alors le pape dit à ce moment-là, si Dieu existe, j'ai bien peur pour l'âme du cardinal, mais si Dieu n'existe pas, bien joué. Alors je pense que Richelieu lui aussi devait se dire, bon, si Dieu existe, il vaut mieux rester dans les clous. Et c'est pour ça que je crois qu'il accomplissait. On est peu avant le pari de Pascal. Là, ah oui, je pense que c'est ça aussi. Alors, l'intégration de Richelieu à la cour ne se fait pas aussi bien qu'il l'aurait espéré. C'est-à-dire qu'il démarre très vite, trop vite. Trop vite. Et il va le payer. Et voilà. C'est vraiment le jeune homme pressé. Voilà, en 2 mots, après l'assassinat d'Henri IV en 1610, Richelieu il est jeune, il a 25 ans, mais enfin il a envie d'entrer à la cour et d'avoir des fonctions. Alors c'est la veuve d'Henri IV, Marie de Médicis, qui exerce la régence. Et en fait, Marie de Médicis, elle fait toute confiance à un couple de Florentins qui sont venus avec elle au moment de son mariage et qui s'appellent les Concini. Alors il y a la dame qui s'appelle Leonora Galigai. La Galigai, dont les historiens du 19e siècle ont fait un portrait épouvantable. Et il y avait son mari, Concino Concini, qui était un maréchal d'Ancre, qui était, alors il y a un superbe livre de Vigny sur le maréchal d'Ancre, et il y a des occasions dans lesquelles on voit que Concino Concini, il avait le sens de l'État. Mais le problème, c'était le fils aîné de Henri IV, Louis XIII, qui avait 9 ans à la mort de son père, donc il était mineur, mais la majorité pour les rois de France est fixée à 13 ans. Alors on célèbre sa majorité, et puis il s'empresse de confier la suite du gouvernement du pays à sa maman. Et sa maman le considère comme un benet, un imbécile. Et comme chez les Médicis, on a le poison facile et le couteau facile. On s'en est rendu compte il y a quelques jours, puisqu'on en parlait. Exactement. Voilà. Et Louis XIII, donc, laisse faire sa mère et Concini. Et Richelieu parvient à entrer dans le gouvernement de Concini à un poste très exposé, ministre de l'Intérieur. C'est le début d'une carrière dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne sera pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Europe 1, au cœur de l'histoire. Fanfare, une musique royale sur Europe 1 composée par Philidor. Nous nous intéressons aujourd'hui avec vous, Franck, et votre invité, au cardinal de Richelieu. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur le site europe1.fr et sur la page Facebook. Oui, il y a déjà quelques messages par Facebook que j'ai mis de côté pour tout à l'heure. Michel Carmona, nous avons bien compris que Richelieu est maintenant, il a un pied dans la place, si je puis dire. Et il est très vite le chouchou, si je puis dire, de Marie de Médicis, en vérité. Ce qui énerve le jeune roi. Ça l'énerve à un point tel que le jeune roi a fait assassiner Concini. Et ça, Richelieu ne l'avait absolument pas vu venir. Il fait assassiner Concini, il exile sa chère mère. On va dire qu'il laisse assassiner Concini. C'est-à-dire, il y a les formes. Oui, quand on lui dit « Et si Concini résiste à l'ordre d'arrestation, qu'est-ce qu'on fait ?» Il ne répond pas. Et on lui dit « C'est très bien. » Et on lui dit « Et si on le tue dans le feu de l'arrestation, il ne répond pas non plus. » Donc, ça constitue visiblement un feu vert. Mauvais coup pour Richelieu, ça, évidemment. Oui, alors il ne sait pas trop quoi faire. Il se dit hardiment « Je vais me présenter devant le roi. » Et puis le roi lui dit, devant toute la cour assemblée qui est en train de le féliciter, « Hors de ma vue, monsieur de Richelieu, et retournez dans votre évêché et n'en sortez plus. » Et comme Richelieu, quelques mois après, a des démangeaisons, si on peut dire, et sort de son évêché, cette fois, c'est le bannissement en Avignon, qui n'est pas une terre française, mais qui est aux limites de la France et qui est sous la juridiction du pape. Et en fait, on s'apprête même à faire un procès politique à Richelieu. Mais les événements vont jouer en sa faveur. Et grâce au bisbille entre Marie de Médicis, qui ne se console pas d'être enfermée, et Louis XIII, il va revenir sur le devant de la scène, remorqué par Marie de Médicis. Et ce qui est fort, c'est qu'au moment où Marie de Médicis, à son tour, n'en peut plus et veut se séparer de Richelieu, c'est la célèbre journée des dupes, on est en novembre 1630, il y a ce retournement incroyable en une journée. Oui. Richelieu va dans le petit relais de chasse que Louis XIII a à Versailles
Ils tombent dans les bras l'un de l'autre et Louis XIII confirme Richelieu dans sa place, au détriment non seulement de tous les ministres du Conseil, mais de Marie elle-même. En fait, hein. Tout à fait. Et ça, c'est probablement la chose qui, dans la mentalité de l'époque, a le plus choqué. Parce qu'il y a un mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qui est le mot de créature. Vous avez quelqu'un qui est un patron, mais qui vous remorque dans la vie, et vous êtes sa créature. Et vous êtes obligé de le suivre. Et Richelieu est la créature de Marie de Médicis, et donc il trahit sa créature, et c'est ce que lui dit Marie de Médicis. Et donc ça, c'est quelque chose qui va lui coller à la peau. On va se dire finalement, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle à la parole qu'il doit à la personne qui l'a fait. Et néanmoins, à partir de cette fin de l'année 1630 et jusqu'à sa mort en 1642, décembre 1642, donc ça va durer 12 ans encore, il est vraiment le patron, si je puis dire. Alors certes, c'est le roi qui règne, mais il conseille, il administre, il mène globalement la politique. Alors une politique qui d'une part va s'opposer aux Habsbourg, bien entendu, bien sûr. Politique étrangère extrêmement agressive de la France. Ça, c'est quand même... Et puis, sur le plan intérieur, une politique très anti-protestante, il faut le dire. Anti-protestante jusqu'à un certain point. Après Henri IV et l'édit de Nantes qui établit la tolérance, Louis XIII a été, lui, chauffé à blanc dans la foi catholique. Et on lui a expliqué, quand il était tout jeune déjà, que sa mission, c'était d'éradiquer le protestantisme. Et dès qu'il a pris le pouvoir personnel, il engage la guerre. Il engage la guerre dans le Béarn, à La Rochelle, etc. Une guerre qui n'est pas toujours très heureuse. Là-dessus, Richelieu arrive au pouvoir. Et Richelieu qui a des sentiments très partagés. Richelieu, il est comme beaucoup de gens de l'époque, la moitié de sa famille est protestante. Alors, vous savez, sur le dogme, c'est pas quelqu'un qui va fulminer, excommunier, etc. Et il trouve que, compte tenu des urgences politiques, on a mieux à faire que de s'étriper sur la messe ou sur des questions de ce genre. Mais il y a la question de l'autorité royale, de la place de l'État et de ce qu'on va appeler la raison d'État. Voilà. Alors, c'est pour ça que Richelieu va mener... Alors, personne ne croyait que c'était possible. Le siège de La Rochelle, qui va durer 1 an. Et il profite du siège de La Rochelle pour ensuite dire aux protestants, allez, c'est fini maintenant. Et on a mieux à faire, c'est la guerre à l'extérieur plutôt que la guerre à l'intérieur. Et ça encore, c'est quelque chose que Marie de Médicis et tous les gens qui partagent les idées de Marie de Médicis. Alors, à l'époque, on dit c'est le parti dévot. C'est une étiquette commode pour les désigner. Pas des petits bovins, des veaux, des gens, des bigots. Des bigots, voilà, exactement. Et ils disent, Richelieu est un traître. Et comment peut-on être évêque, cardinal en plus, et faire aussi peu de cas de l'unité des chrétiens? Ça sera pour Richelieu une sorte de divorce intime, cette affaire, finalement, qui va le torturer beaucoup plus qu'on imagine. On a toujours l'image de cet homme implacable, extrêmement dur. Il est quand même très souvent, il est fragile, il pleure beaucoup. On dit qu'il a la larme facile. Et il pleure énormément. Marie de Médicis l'accuse d'ailleurs de pouvoir pleurer à volonté.